Au sud de l'agglomération orléanaise, une rivière coule pour se jeter dans la Loire. Vous la traversez peut-être quotidiennement. Vous faites peut-être partie des riverains qui ont établi domicile le long de son cours. Ou vous êtes un de ces visiteurs qui vient chercher un moment de quiétude le temps d'une balade sur ses rives. Longue de 13 km, la rivière Loiret prend sa source au parc floral d'Orléans et coule jusqu'à Marolles-aux-Prés. Mais la notion de riverain du Loiret va au-delà de ces 13 km. Les habitants de Saint-Cyr-en-Val, Vienne-en-Val, Tigy ou encore Guilly sont eux aussi des riverains du Loiret. Mais pourquoi ? Cette rivière de Nouvelle-Zélande ressemble à la Loire d'il y a environ 15 000 ans. Au sortir de la dernière grande glaciation, la Loire n'avait pas sa physionomie actuelle. Elle ne coulait pas dans un unique chenal et son cours formait une multitude de chenaux qui s'entrelaçaient. Bien, en fait, il faut imaginer la Loire à la sortie de la dernière glaciation, c'est-à-dire vers 18 000, voire 15 000 ans pour l'époque les plus récentes, où on laisse une vallée avec de nombreux chenaux en activité. La Loire ne se composait pas d'un seul et unique parcours, elle avait une multitude de bras qui s'étendaient sur la totalité du Val. Donc par conséquent, à des endroits comme celui-ci, sur pratiquement 7 à 8 km de large, parfois 10 km de large. L'époque néolithique, c'est l'avènement de l'agriculture, où là, l'intervention des premiers agriculteurs est absolument déterminante pour le paysage. Ils ont brûlé, ils ont défriché les bords des rivières. Le développement de l'agriculture et l'aménagement des berges a entraîné une fermeture progressive de ces chenaux de Loire. Au Moyen Âge, l'homme commence la construction de véritables ouvrages pour orienter le fleuve dans son lit actuel. Les premières digues sont construites. Ici, entre Férolles et Jargeau, la vieille digue marque une frontière au pied de laquelle passait un de ces chenaux. Un certain nombre d'éléments encore présents dans le paysage peuvent témoigner de ces évolutions et constituent la base des recherches archéologiques. On voit dans le paysage l'ondulation des différents chenaux qui se succèdent successivement. Les chenaux ont occupé la totalité du Val, se sont fermés plus ou moins à différentes époques. Celui-ci s'est fermé beaucoup plus récemment, mais qui se sont toujours inscrits dans le paysage, Au gré du temps et de leur destruction successive par la puissance du fleuve, les digues ont été surélevées et confortées pour aboutir aux grandes digues que nous connaissons aujourd'hui. Mais si la Loire a été canalisée et que tous les chenaux ont disparu, pourquoi le Loiret continue-t-il de couler ? Alors le Loiret, effectivement, faisait partie des nombreux chenaux qu'il y avait dans le Val au sud d'Orléans, vraisemblablement la prolongation d'un des bras debout. Et s'il s'est trouvé encore en fonctionnement, c'est parce qu'il était alimenté par une source, qui est toujours en vigueur d'ailleurs, qui a permis par conséquent de conserver le fonctionnement de la rivière. C'est donc grâce à ces multiples sources que le Loiret a pu conserver son caractère de rivière. 2 d'entre elles sont au parc floral d'Orléans. Pourtant, ce secteur reste un vaste marécage que les hommes ont dû aménager pour répondre à leurs besoins. Le Loiret a été accaparé, on peut dire, par l'homme il y a très longtemps. On peut dire que ça remonte à l'époque des moines de Missy. Il y avait une abbaye importante tout près d'ici, c'est-à-dire à l'embouchure du Loiret, avec la Loire. Et donc les moines ont eu ces terres qui leur ont été données par le roi Clovis. Et donc dès leur arrivée, ils ont essayé de mettre tout ça en valeur. Le Loiret était à l'époque, il divaguait on peut dire, il y avait de nombreux bras. C'était un peu marécageux toute cette plaine entre le Loiret et puis la Loire. Et il y avait de nombreux petits cours d'eau. Et donc les moines se sont installés et ils ont commencé à défricher tout cela. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à dire que le Loiret devenait un peu une rivière canalisée par l'homme. Car il faut se rendre compte que ce n'est pas une mince affaire que d'avoir canalisé un peu ce Loiret.
Hein, on le voit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à maintenir les rives. On le voit même là, tout près de nous. La ville d'Olivet a consolidé les berges avec des pieux, avec des pierres aussi, des grosses pierres qui sont là pour maintenir les bords. Autrefois, on avait même trouvé un autre système, qui existe encore aujourd'hui, c'est qu'on a planté des arbres, des taxodiums, qu'on appelle aussi des cyprès chauves. C'est des arbres qui ont la particularité d'avoir des racines aériennes très solides et qui maintiennent les berges. Le Loiret devient une succession de bassins et de terre-pleins sur lesquels les moines construisent des moulins. L'eau de la rivière parcourt le bassin Paul Forêt, le bassin de Saint-Sanson. Elle se déverse ensuite dans le bassin de Saint-Julien, celui de la Motte, puis celui des Tacreniers et le bassin de Saint-Santin. Ces bassins prennent souvent le nom des moulins, situés sur les chaussées à proximité. Le bassin de Paul Forêt fait exception à la règle, puisqu'il porte le nom de la première guinguette installée au bord du Loiret. L'installation de ces moulins marque le début d'une ère d'industrialisation des ressources naturelles. Ces moulins seront moulins à farine, à foulon, à huile, à papier ou encore à dentelle jusqu'à la révolution industrielle. Alors vous êtes ici donc au moulin de la Motte. C'est un moulin qui est très ancien, il fait partie de tout un ensemble hydraulique de la rivière du Loiret et il a tourné jusqu'un petit peu avant la guerre de 40, vers 37-38 où il s'est arrêté. Mais à la fin déjà, les moulins tournaient avec l'aide d'une machine à vapeur car souvent ils n'avaient pas assez d'eau. Il est à noter que c'était un moulin à farine. Il y avait ici 2 meules, on voit ici encore les gisantes qui sont dans le plafond. Alors, il y avait aussi un gros problème d'eau, bien sûr, parce que pour qu'un moulin tourne bien, il fallait qu'il y ait peu d'eau en aval et beaucoup d'eau en amont. Et il y avait souvent la guerre entre les meuliers, malheureusement, et ça se réglait quelquefois à coups de fourche, mais quelquefois ça tournait bien parce que les meuniers se mariaient entre eux, il y avait le fils de l'un qui mariait la fille de l'autre, et finalement ça s'arrangeait sur l'oreiller, il y avait beaucoup de choses rigolotes. Les bords du Loiret se transforment peu à peu en lieu de loisirs. C'est la belle époque. L'époque des guinguettes, des fêtes au bord de l'eau, des balades en barque. Le Loiret est le lieu de villégiature à la mode des Orléanais. Les moulins se transforment en résidence et on voit fleurir sur les rives des demeures bourgeoises qu'on appellera les châteaux du Loiret. L'utile faisait place à l'agréable. Il faut dire que les bords du Loiret, on trouve non seulement des moulins, mais on trouve aussi beaucoup de châteaux. Et tous ces châteaux étaient pour la plupart la propriété des grandes familles orléanaises, notamment les familles qui étaient des familles de raffineurs, par exemple, ou des négociants en tout genre. Et donc ces gens-là avaient beaucoup de moyens et faisaient beaucoup de fêtes au bord du Loiret. Dans les années 1800, on trouve déjà quelques gares à bateaux. Et ça se propage rapidement après la Révolution. Ces abris pour les barques, emblématiques des bords du Loiret, étaient aussi appelés vide-bouteilles. Ils sont le témoin de la vie animée et festive de la rivière. Le Loiret est devenu un lieu tout à fait touristique. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le Loiret est peut-être une petite rivière, mais qui a donné quand même son nom à tout un département. Il faut dire aussi que c'est un cas particulier, puisqu'on sait que les eaux du Loiret proviennent des eaux de la Loire, en fait. D'où le nom de Loiret, c'est-à-dire Petite Loire. Aujourd'hui, on peut découper notre petite Loire en 4 secteurs. La première zone commence au parc floral avec les sources du Loiret. Les rives boisées créent une véritable galerie forestière. Cette ambiance intimiste est renforcée par l'absence de chemins piétonniers. Seuls les ponts et quelques accès à la rive permettent d'avoir une vue sur la rivière. C'est une ambiance de forêt-galerie qui coule jusqu'au pont de la Nationale 20. Le bassin de Saint-Sanson constitue la deuxième zone. Il s'apparente à un véritable lac. Cette portion est large
et le courant y est quasiment nul. C'est la Venise du Loiret, ce secteur le plus urbanisé avec ses maisons et ses restaurants au ras de l'eau. La troisième zone est la partie la plus connue du public. C'est une succession de bassins barrés par les chaussées des moulins. Ici, la rivière se divise en de multiples bras, formant des îles, comme celle des Bêchers par exemple. À Saint-Privé-Saint-Mémin, la chaussée de Saint-Santin marque le début de la dernière partie. Les eaux du Loiret s'accélèrent, deviennent plus libres et retrouvent la clarté qu'elles connaissent à la source. Cette partie est bordée par des espaces agricoles et de nombreux vergers. Quand le Loiret rejoint la Loire, à la pointe de Courpin, il devient plus sauvage. Cette partie est d'ailleurs reconnue par son classement en réserve naturelle. « 40 km à l'est, au début du Val, nous sommes à Guilly, tout près de Sully-sur-Loire. C'est le tout début du bassin versant du Loiret. Mais pourquoi ? La rivière Loiret est alimentée par plusieurs cours d'eau. Le Duy est son principal affluent. Il est ensuite rejoint par le bras de Boue, le bras des Montées et la Pie. Comme toutes les rivières, le Loiret collecte les eaux d'écoulement de son bassin versant. L'eau de pluie, en ruisselant, dévale la pente et gonfle les cours d'eau. Pour le bassin du Loiret, il existe bien une vallée, même si le relief n'est pas marqué. Ces légères courbes sont lisibles dans le paysage. La vallée s'étend de Sully-sur-Loire à Marot-au-Pré. C'est le territoire du bassin versant du Loiret, car le Duy est son principal affluent. Le bassin versant du Duy est imbriqué dans celui du Loiret, qui est imbriqué dans celui de la Loire. Le bassin n'est pas une limite administrative. Sa frontière est définie par le relief. C'est la ligne de partage des eaux. À Vienne-en-Val, par exemple, la commune est à cheval sur 2 bassins. Quand il pleut, l'eau ruisselle vers le Duy, donc sur le bassin versant du Loiret ou celui du Causson. De nombreux ruisseaux s'écoulent dans le Val. Les habitants de Guilly, Neuvy ou Vienne-en-Val sont sur leur pente de ruissellement. Ils sont en quelque sorte des riverains du Loiret. La rivière Loiret possède une particularité. Elle est aussi alimentée par des sources. Au parc floral d'Orléans, celles du Bouillon et de l'Abîme sont les plus connues. Ces sources sont la conséquence d'une géologie particulière du Val d'Orléans. La Loire a creusé son lit sur les calcaires de Beauce, qu'on connaît bien, et elle a creusé son lit au fur et à mesure qu'il y avait les glaciations. Donc le niveau de la mer était très bas. Elle a creusé son lit, et tout le calcaire qui se trouvait depuis la surface jusqu'au niveau de la Loire, il y a eu des écoulements verticaux par les pluies et qui ont formé ce qu'on appelle le karst, c'est-à-dire des galeries, des gouffres. Et vous en trouvez sous la forêt d'Orléans, il y a un tas de gouffres. Donc ça fait des pertes, des petits ruisseaux qui peuvent disparaître. Et c'est ce qui se passe en effet entre Châteauneuf-sur-Loire et Saint-Denis-de-l'Hôtel, où on voit des ruisseaux, de bons ruisseaux, disparaître dans des gouffres. Ce sont des pertes. Il y a également, pour ce qui concerne pour le Loiret, les pertes de la Loire. Elles sont visibles, on peut très bien les voir à certaines périodes de niveau d'eau de la Loire, du côté de Jargeau, par exemple. On voit des tourbillons. La Loire perd une partie de son débit qui part dans ce calcaire et qui ressort vers le Loiret.
En arrivant sur ce secteur, une partie des eaux de la Loire s'engouffre dans un réseau de galeries souterraines. Cet écoulement existe parce que le Loiret est quelques mètres plus bas que la Loire. L'eau circule dans ces galeries pour ressortir sous forme de source tout au long du Loiret. Et c'est extrêmement dense, ce réseau de galeries, de fissures qu'il y a dans le Val, et particulièrement le long du Loiret. Et c'est pour ça que certaines personnes disent « Oh, les sourciers, ils sont rudement bons. » Ils ne se trompent jamais. Il y a un tel réseau de fractures qu'il y a de partout. Ces nombreuses galeries souterraines ne sont pas visibles. Comment être sûr que l'eau qui entre dans ces pertes est bien l'eau qui ressort dans les sources ? Les premières techniques de traçage consistaient à introduire un colorant dans les pertes et à surveiller les sources du Loiret. Ce procédé permettait juste d'établir une liaison entre deux points. Les techniques de traçage se sont perfectionnées. Grâce à un préleveur automatique, on est en mesure de recueillir des échantillons d'eau et d'en faire une analyse plus fine en laboratoire. Le laboratoire Michel Lepillère de l'Université d'Orléans s'en est fait une spécialité. Le traçage artificiel, c'est une méthode ou une technique d'investigation et de contrôle fondamentale pour la gestion de la ressource en eau. Elle consiste à injecter dans le milieu naturel des produits ou des marqueurs dont les propriétés de fluorescence permettent de tracer la circulation et les trajets d'eau. À l'heure actuelle, la méthode a évolué et le traçage nous permet aujourd'hui de calculer les caractéristiques du transit souterrain, c'est-à-dire la vitesse de circulation ainsi que le temps de séjour. Un exemple, dans le cas de Val d'Orléans, quel temps il faut à une pollution pour arriver de Jargeau à la première source du Loiret, qui est le Bouillon, eh bien, c'est un temps d'une centaine d'heures. Ces travaux de traçage et les connaissances des hydrogéologues ont permis de mieux comprendre les circulations d'eau dans ce réseau souterrain. Au nord de Châteauneuf, en forêt d'Orléans, on pensait que les pertes d'un ruisseau partaient probablement en Loire. Une campagne de traçage a démontré le contraire. Ce fut en effet une grande surprise de constater que 35 km plus loin, ces pertes rejoignaient directement le Loiret, dans le bassin de la Motte, sans jamais rencontrer la Loire. Malgré la précision de ces techniques, une part d'inconnu demeure sur la complexité de ce réseau souterrain. Si on prend l'ancienne entrée du parc floral qui se trouve tout en bas, face à la station d'épuration, la géophysique avait montré qu'il y avait des galeries dessous. Donc il y avait des vides, mais on ne les avait jamais vus. Alors on ne savait pas si c'était des petits vides peu profonds ou de grands vides plus profonds. Et l'exploration par Philippe Boismoreau a montré ce que c'était. On a pu apporter la connaissance de tout ce qui était caché, que personne ne pouvait voir et deviner. Philippe Boismoreau et Jacques Munro de l'association Spéléologie subaquatique du Loiret sont autorisés à plonger dans les sources du Loiret. Cette activité réglementée a permis de mieux connaître les galeries, de les localiser et d'en mesurer les dimensions, comme celle qui alimente le Bouillon, qui passe sous la station d'épuration d'Orléans-la-Source. À ce jour, le plus gros conduit qui a été découvert, c'est au Bouillon, qui se trouve plus du côté de la station d'épuration. Là, on a un conduit qui fait 11 sur 6, 6 mètres de haut pour 11 mètres de large en moyenne. Là, c'est le plus gros conduit qui a été découvert dans l'Orléanais. Sinon, on peut dire que dans le Val d'Orléans, la moyenne, c'est du 3 mètres de large pour 1 mètre de haut en moyenne. C'est à peu près la section de la région. Mais de 3 mètres de diamètre, ça peut très vite se transformer en 5-6 conduits qui font que 60 cm de diamètre. Ce que notre exploration sous le terrain a prouvé, c'est déjà que la source du Bouillon n'est pas qu'une source, c'est un regard sur une circulation souterraine, que cette circulation souterraine aboutit à l'abîme et aussi ressort tout au long de la rivière du Loiret sur une quantité de sources.
2004, ils ont entrepris de déboucher la source de l'abîme dans le parc floral obstrué par des gravats. Alors, suite à ces désobstructions, la voie était libre, donc il ne restait plus qu'à explorer. Donc à moins 15 mètres, nous avons débouché dans un conduit qui fait à peu près 8 mètres de large pour 2 mètres de haut. Et là, la première année, on a exploré à peu près 1100 mètres de galerie. Dans les premiers temps, on est parti, on a fait la jonction avec le Bouillon, par des conduits plus étroits, parce que c'est des conduits moins importants. Et puis par la suite, on a retrouvé l'artère principale, le conduit principal qui alimentait cette source, qui s'en va vers le nord, qui s'en va vers le gîne du Val. Et là, nous sommes arrêtés à ce jour à peu près à 1200 mètres de l'entrée, avec un point bas à moins 70 mètres. Ah non, dire que tous ces conduits